La Russie prépare en ce moment même une provocation militaire contre des navires occidentaux dans les eaux internationales, ce qu'a publiquement déclaré aujourd'hui le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, lors d'une rencontre avec les marins de la flotte du Pacifique à bord du croiseur Variag, Poutine a menacé que, si l'Occident continue de retenir les pétroliers russes de la flotte fantôme, Moscou commencera à répondre de la même manière. Et pas forcément là où, selon ses propres mots, les navires russes sont pillés, mais à tout endroit que la Russie jugera nécessaire. Et c'est là que ça devient intéressant. À peu près au même moment, les États-Unis ont tout simplement découpé pour la ferraille 2 pétroliers saisis, liés à la Russie. La Suède a décidé tout simplement de remettre le pétrolier russe saisi à l'Ukraine, et l'Union européenne dans son ensemble a décidé de saisir les pétroliers illégaux de la flotte de l'ombre et de vendre leur pétrole. Alors voyons cela de plus près. Regardons qui saisit déjà réellement les navires d'autrui. Que se passera-t-il si Vladimir Poutine met sa menace à exécution? Cela sera-t-il considéré comme de la piraterie ou comme une véritable agression contre l'OTAN? Et j'ajoute tout de suite un point particulièrement étrange. Sur fond de telles menaces de Vladimir Poutine, les défenseurs des droits de l'homme ont déjà exigé des États-Unis d'Amérique qu'ils interdisent à la Turquie de transférer des milliers de munitions à l'Ukraine, car elles serviront à tuer des Ivans russes. Là, c'est vraiment absurde. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons de ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Alors aujourd'hui, Vladimir Poutine a menacé pour la 2e fois en un mois de s'emparer des navires occidentaux dans les océans du monde. Voici la citation exacte de Vladimir Poutine. Nous voyons que les autorités de certains pays, en violation du droit maritime international, tentent de restreindre la circulation. Les navires de nos opérateurs économiques publicitaires ont été pacifiquement soulignés. Et récemment, ils ont même envisagé la possibilité de saisir nos navires et de vendre les biens volés chez nous. Bien sûr, ce n'est rien d'autre que de la piraterie et du brigandage. Et si cela commence à se réaliser dans la pratique, nous serons obligés de répondre de manière symétrique. Et il n'est pas nécessaire que ce soit dans ces mêmes eaux, il n'est pas prévu de raid contre nos navires ici. Mais là où nous-mêmes jugerons cela nécessaire et approprié, n'importe où, y compris dans la zone de responsabilité de la région du Pacifique. Et voilà, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, selon ses dires, a déjà reçu l'ordre correspondant de saisir purement et simplement les pétroliers et porte-conteneurs occidentaux. Le commandant en chef de la flotte du Pacifique de la Fédération de Russie, Viktor Lina, est immédiatement intervenu. Et il a donné des chiffres, soi-disant pour montrer que nous voyons tout et que nous pouvons, en fait à tout moment, capturer votre navire occidental. Voici ensuite une citation de Viktor Lina. Nous connaissons les itinéraires, ce qu'ils transportent et à qui appartiennent ces navires. Rien que dans la zone économique exclusive de la Fédération de Russie, le long des îles de la Crête des Kourils, du 24 avril au 6 août 2026, 1001 navires sont passés. Parmi eux, 379 battaient pavillon d'États inamicaux, dont 273 cargos et 71 pétroliers. Parmi eux, 26 navires du Royaume-Uni et des États-Unis. Par moins de 9 de la France. En gros, la Russie laisse entendre qu'elle a déjà une liste de cibles prête et que si vous commencez à, harceler notre flotte fantôme, nous commencerons à saisir vos pétroliers. Mais d'où viennent de telles déclarations? Qui, en réalité, saisit déjà les pétroliers de la flotte fantôme russe? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'une pratique s'est déjà installée, mais de manière différente des deux côtés de l'Atlantique. Je rappelle qu'en juillet, l'Union européenne, dans le cadre du 21e paquet de sanctions, a approuvé un mécanisme permettant aux pays membres de l'UE de confisquer et de vendre le pétrole russe provenant des navires de la flotte de l'ombre. D'ailleurs, cela s'applique aussi aux céréales. Si elles sont transportées par un navire illégal, il est possible de l'arrêter, de vendre ce qui se trouve à bord et d'en tirer un bénéfice. Depuis le début de l'année, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont déjà intercepté 5 pétroliers. Le 20 juillet,
ils ont arrêté le navire South Star. La France a intercepté les pétroliers Grinch, Dena et Tagore, puis, pour une raison inconnue, les a relâchés. Quant au Royaume-Uni, il détient le navire Smyrtas avec 100 000 tonnes de pétrole depuis le 14 juin, et ne semble clairement pas pressé de le relâcher. Et puis, il y a l'histoire à part de la Suède. Ici, il s'agit d'un précédent vraiment intéressant. Et en mars de cette année, la Suède a retenu dans la mer Baltique le cargo Kafa, qui, selon l'Ukraine, transportait du grain depuis les territoires occupés. Et tout récemment, en août, la Cour suprême de Suède a décidé de transférer ce navire à l'Ukraine. Autrement dit, un pays de l'Union européenne n'a pas simplement retenu un navire russe, elle n'a pas simplement vendu la marchandise qui s'y trouvait, mais l'a officiellement remis à la partie ukrainienne. Mais probablement l'histoire la plus dure aujourd'hui est américaine, et là Poutine a vraiment de quoi s'en inquiéter. Parce que il le voit, mais il peut rien y faire. Les États-Unis d'Amérique ont tout simplement pris et vendu à la ferraille 2 pétroliers russes sous sanctions qui avaient été initialement saisis après une opération au Venezuela au début de cette année. L'un de ces pétroliers s'appelle Hera. Avant, il s'appelait Marinera. Et avant cela, Bella 1. Donc, ce pétrolier a été poursuivi pendant plusieurs semaines à travers l'Atlantique par les gardes-côtes américains, qui ont finalement réussi à le capturer en janvier au sud de l'Islande. Et d'ailleurs, pendant la poursuite, l'équipage de ce pétrolier a eu le temps de faire passer le navire sous pavillon russe et de renommer le bateau, en espérant que les Américains auraient peur et se diraient « Oh, c'est un vrai pétrolier russe! Qu'est-ce que vous faites? On s'en va d'ici? Ce sont des Russes !» Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont repeint, ils ont changé le drapeau, ils ont même eu le temps de changer la juridiction, ils ont reconnu, écoutez, oui, c'est notre pétrolier russe, ne le touchez pas. Mais les Américains l'ont quand même capturé. Et selon Washington, ce pétrolier transportait du pétrole sous sanction depuis le Venezuela et l'Iran. Un deuxième pétrolier, l'Ileo, anciennement Galileo, a également été arrêté dans la mer des Caraïbes en janvier. Celui-ci était déjà directement visé par les sanctions contre la Russie. Au final, ces 2 navires russes n'ont pas été remis sur le marché ni vendus tels quels, mais envoyés au démantèlement dans la ville indienne d'Alang. Autrement dit, ils ont littéralement été détruits physiquement. Ils ont été envoyés à la ferraille. Ces 2 navires ont été achetés par une société de Dubaï spécifiquement pour leur démantèlement. Donc, elle ne peut pas les utiliser autrement. Il est clairement indiqué qu'elle est obligée de les démanteler. Et après tout cela, après cette opération au Venezuela, les Américains ont saisi jusqu'à 10 pétroliers. Donc, si l'Union européenne agit par le biais des tribunaux et de la vente du pétrole confisqué, alors que les États-Unis ont simplement découpé les pétroliers pour la ferraille. Et c'est un signal bien plus dur que les procédures européennes de restitution des navires, comme le fait la France. Maintenant la question principale. Et si Vladimir Poutine commence vraiment à saisir des navires occidentaux, comme il le dit, n'importe où? Et comment cela sera-t-il qualifié? Et ici, il est important de comprendre la grande, vraiment énorme différence. La détention de navires de la flotte de l'ombre pour violation des sanctions, selon la logique des gouvernements occidentaux, c'est de l'application de la loi, pas une guerre. Ils agissent par l'intermédiaire de leurs tribunaux, confisquent la cargaison, parfois ils relâchent simplement le navire. L'essentiel, c'est que l'Occident a clairement déclaré depuis longtemps qu'il est interdit de transporter du pétrole russe. Et si quelqu'un ne l'a pas compris et fait partie de la flotte de l'ombre russe, peu importe sous quel pavillon, sous quelle juridiction, etc., s'il est évident qu'il s'agit d'un pétrolier de la flotte de l'ombre des Russes, alors nous arrêterons ce contrevenant, nous confisquerons la marchandise et la vendrons, et il n'est pas certain que nous rendions le navire. Autrement dit, il y a une base juridique et légale claire. Formellement, l'UE dispose de toute la base juridique pour de telles saisies. Peu importe à quel point Poutine crie que c'est soi-disant une violation du droit maritime international, personne ne viole rien. En fait, il est interdit de naviguer sans une juridiction claire selon le droit maritime international. Et il est également interdit d'utiliser une flotte fantôme selon ce même droit. Mais si la Russie commence à saisir des navires occidentaux par la force militaire, et ce n'importe où, y compris dans la zone de la flotte du Pacifique, comme l'a dit Poutine, cela sera très probablement qualifié de piraterie, comme l'a déjà fait Poutine lui-même en parlant des actions de l'Occident, mais dans l'autre sens. Mais il est probable que la réaction à cela ne sera pas une réponse militaire, selon l'article 5 de l'OTAN,
mais plutôt une nouvelle vague de sanctions, des protestations diplomatiques et, peut-être, l'escorte de leurs propres navires par des bâtiments de guerre de l'OTAN. Autrement dit, la même logique d'application du droit qui prévaut actuellement en Occident. Une véritable agression, une agression militaire contre l'OTAN au sens juridique. Cela ne deviendra une agression que si les Russes utilisent la force contre un navire de guerre d'un pays de l'Alliance, et non contre un navire civil, ou si des citoyens des pays de l'OTAN meurent lors de la capture de n'importe quel pétrolier. C'est alors que la rhétorique passera brusquement de la piraterie à l'attaque. Pour l'instant, Vladimir Poutine est aussi audacieux parce qu'il sait parfaitement qu'il marche bien sûr sur le fil du rasoir, mais tant qu'il ne reçoit pas de réponse décisive, même s'il capture réellement un des pétroliers, il ne risque rien. Donc pour l'instant, cela ressemble davantage à une nouvelle menace bruyante destinée au public intérieur russe ensauvagé. Poutine a fait un beau discours devant les marins sur le croiseur, il a enfilé un uniforme militaire, donc ce n'est probablement pas un vrai plan pour capturer des navires partout dans le monde. Non, c'est encore une fanfaronnade. Mais puisque les États-Unis découpent en ce moment même les pétroliers des autres pour la ferraille, le Kremlin a vraiment de quoi justifier sa paranoïa auprès des Russes. Mais je le répète, Vladimir Poutine avait déjà menacé, exactement de la même manière, de capturer des navires occidentaux lors de la journée de la marine russe, le 26 juillet. Après cela, je rappelle, déjà après cette menace, les États-Unis ont découpé pour la ferraille 2 pétroliers de la flotte fantôme russe. Et après cela, Poutine recommence, il menace à nouveau. Et dans ce contexte, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, demande aux autorités américaines de ne pas autoriser la Turquie à transférer un nouveau lot d'armes à l'Ukraine. Récemment, on a appris qu'Ankara prévoyait de transférer aux forces armées ukrainiennes des dizaines de milliers de roquettes à sous-munitions, des munitions de roquettes et des obus d'artillerie qui étaient stockés dans les entrepôts turcs depuis des décennies. Les défenseurs des droits de l'homme ont attiré l'attention sur le fait que ces munitions sont précisément des munitions à sous-munitions. Selon eux, l'arrivée de munitions à sous-munitions obsolètes dans la zone de conflit crée une menace humanitaire pour la population civile, dont les conséquences seront tragiques. Eh bien, si ces roquettes partent vers la Russie, il n'y aura rien de tragique. Après tout, ils ont soutenu l'opération militaire spéciale. Alors, où est le problème? Mais quelque chose me dit que l'Organisation de défense des droits de l'homme ne se soucie pas vraiment de la population civile, mais plutôt des Ivans russes, des occupants qui sont venus sur la terre sacrée de l'Ukraine. Donc voyons comment cette histoire va se terminer, alors que Poutine parle de capturer des navires occidentaux. Cela ne représente-t-il pas une menace humanitaire, Human Rights Watch? Peut-être devriez-vous y prêter attention? Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.